Tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va. Écoute, On se bat fort. bah, c'est ce qu'il faut, hein. C'est dur, dur là. Bah oui, oui. Bah nous, ça va bientôt être notre tour, je pense. Euh, est-ce que, est-ce que tu veux te présenter pour les gens de ma communauté et puis et RDCL aussi, et puis après on est parti? Oui, bon, très bien. Tout d'abord, Eric, c'est un plaisir. Donc, je pense que ma première présentation, c'est que je me considère proche de toi, de ce que tu fais, proche des Merci. entrepreneurs français. Je pense que c'est une présentation sur laquelle je commence parce qu'elle me tient vraiment à cœur. Bon, je vais me présenter sur mon premier chapeau d'entrepreneur libanais. Donc, je suis un chef d'entreprise qui a la tête de deux entreprises industrielles, une qui est dans l'impression, dans le packaging. Qui traite sur le Moyen-Orient, et une deuxième qui est Sabdib, qui traite sur les boissons, sur le food and beverage en Afrique. Et justement, que je suis en train de céder à un grand groupe singapourien en ce moment. Donc, bon, je suis membre de plusieurs conseils d'administration, que ce soit des banques, des institutions financières et une grande société qui est dans le IT, qui sont les représentants de Apple, de Cisco et autres, de banques et plusieurs entreprises petites et larges. Donc, ça s'appelle un Certified Independent Board Member. Donc, je suis un membre indépendant de conseil d'administration certifié par la Banque mondiale et le Fonds monétaire, le IFC, qui est le International Finance Corporation. Donc, ça, c'est au niveau entrepreneuriat. Bon, au niveau public, bon, ça m'a mené à être durant 6 ans président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprise libanais durant 4 ans, et ça m'a mené à être président des chefs d'entreprise libanais dans le monde depuis 3 ans, qui représente le plus grand lobby. C'est bon, c'est égal au MEDEF, mais sauf que nous, c'est le MEDEF international qui tient le MEDEF libanais parce que c'est beaucoup plus gros, et c'est d'où on s'est rencontrés et les relations qui ont commencé. Donc ça nous permet d'avoir une présence dans les communautés, dans les, je dirais, dans les comités parlementaires, ministériels et autres, et d'être bon présent dans plusieurs plateformes, sur le Sénat français, dans plusieurs conférences internationales du genre. Et ma troisième casquette, peut-être c'est celle où aujourd'hui je donne le plus de temps, c'est la casquette académique. J'ai eu mon doctorat de stratégie depuis 2002, donc je vais dire bientôt 20 ans. Donc j'enseigne la stratégie, le leadership, le management comme hobby, comme message aux jeunes depuis pas mal d'années. Et ça m'a mené depuis quelques mois, donc tu vas être surpris, je pense qu'on en a parlé, à être appelé et élu doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph au Ouais, Liban, je qui est l'ai une des plus eu. grandes facultés. Ben, c'était un challenge, donc j'ai pris vraiment mon temps parce que c'est pas vraiment évident de prendre une décision pareille, mais je l'ai pris pour trois raisons. La première, parce que je crois énormément aux jeunes, et je pense que, vous savez, notre pays, on va en parler, passe par une période extrêmement difficile, et à mon avis, mon humble avis, le seul moyen d'essayer de s'en sortir, c'est à travers les jeunes et à travers l'éducation. Donc j'ai décidé de donner plus de temps à travers l'éducation, et bien sûr, j'ai toujours dit qu'il faut que les universités rentrent dans les entreprises. Ben, écoutez, là, ils ont été plus créatifs, c'est l'entreprise qui rentre dans l'université. Donc, je viens avec mon esprit entrepreneurial. Je maintiens évidemment ma présence dans les sociétés où je siège, mais je suis reculé un peu du micro. J'ai mis les équipes qui étaient avec moi en avant pour que eux gèrent le jour, et je maintiens mon rôle de chairman et de membre du conseil d'administration. Donc, je vais faire ça pour le moment, et ça me permet vraiment de bâtir des ponts entre les écoliers, les universitaires, les chefs d'entreprise. Donc, tout d'un coup, ça donne une vision assez large, et peut-être ça me permet de naviguer et de faire naviguer les personnes autour de moi dans je vais dire, dans ce changement mondial, régional et spécifiquement libanais que tu as envie de parler. Désolé, j'ai pris un peu de temps, mais tu as demandé que je me présente, donc c'est important de mettre les trois points. Non, mais c'est très bien. Donc nous, on s'était rencontrés en 2019, en mars 2019 au Liban quand j'avais emmené une délégation de chefs d'entreprise. Et on avait bien travaillé. Et à l'époque, la crise n'était pas vraiment commencée en fait. Moi, à part quelques coupures de courant, pour moi, tout allait très bien, quoi. Donc, et ça m'avait pas frappé les risques qui pesaient aussi bien sur le Liban que sur la France, parce que nous ici, on savait pas beaucoup, nettement plus que vous, mais pas beaucoup quand même. Euh,
juste pour les Français, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la vie de tous les jours actuellement? Parce que je crois qu'ils se rendent pas compte en fait. Mais regarde, écoute, Eric, je pense, je te l'avais dit. D'abord, c'est vrai que quand on s'était vu au Liban durant la visite, bon, on voyait ça venir. Je reviens à un voyage que j'ai fait. Peut-être la dernière fois, on s'est vu physiquement, c'était en décembre 2019. Ah, Donc, c'était c'était un là où peu. tu m'as donné ça. Voilà. Oh là là, c'est fantastique la photo. Donc, tu as eu ce cèdre que tu mérites pleinement et qui est venu du fond du cœur. Euh, et on avait parlé, c'était la révolution, entre guillemets, qui avait commencé, la crise sociale, la crise économique qui battait son plein. Et surtout, on vivait un contrôle de capitaux qui est la première fois à l'histoire du Liban. Donc, tu te rappelles, j'arrivais, et encore, à ce moment-là, je parle de décembre, j'avais ma carte de crédit que je pouvais utiliser. Simplement pour information, aujourd'hui, pour info, c'est non seulement un contrôle de capitaux, mais on n'a même plus accès à nos rentes, à ce qu'on a travaillé, à nos comptes en banque, etc. Simplement, je donne un point qui est très important. Ce que je vais expliquer pour les personnes qui nous suivent, c'est que, écoute, ce qui s'est passé, c'est que on a bâti une économie très bizarre au Liban. On a bâti une économie où nous avons des banques libanaises qui étaient extrêmement solides dans le sens qu'ils pouvaient attirer beaucoup de fonds. Donc, il faut savoir qu'on a une économie libanaise qui était bâtie sur 20% d'un PIB basé sur les transferts de fonds de l'étranger. 20% d'un PIB pour le Liban sur un PIB de 50 milliards ou 55 milliards, ça nous faisait quand même des grosses sommes qui transitaient au Liban, qui transitaient pour des investissements, qui transitaient pour du commerce ou même pour des investissements dans des banques. Donc ça a permis à un système bancaire de bâtir quand même une grande crédibilité. Et on avait un système où les banques investissaient évidemment 80% je dirais, des dépôts à la Banque centrale. C'était presque obligé parce que la Banque centrale avait besoin de cet argent pour financer un État. Donc, Éric Lemaire transfère 1000 euros au Liban, il prend un beau d'intérêt. Quand les taux d'intérêt étaient à 0,1 ou même 1% en Europe, bah, au Liban, c'était x5, x6, x10, suivant le risque pays. Donc, tu avais un beau pourcentage et tu pouvais transférer ton argent comme tu voulais. C'est pas aussi grave que ça, autant que c'était avec en parallèle un déficit sur 30 années. Donc imagine un budget déficitaire d'une société, pour ne pas dire même d'un pays, sur 30 années d'affilée. Donc tu avais un déficit qui allait entre 6 et 8 milliards durant 30 ans, sans arrêt, mais sans arrêt. Et tu vas te poser la question, mais écoutez, comment on finance ça? C'était financé par trois points. C'était financé par des aides internationales. Je reviens sur Paris 1, Paris 2, Paris 3. Et encore une fois, évidemment, on apprécie beaucoup ce qui a été fait. Ce n'est pas le problème qu'on ait compte, mais c'est pas possible de financer un déficit sans avoir des réformes, sans vraiment pousser. Et donc, les dirigeants libanais qui étaient là, bah, écoute, ils profitaient un peu de ces fonds et on revenait sur un déficit un après l'autre, parce qu'il y avait entre les coulisses que oui, le Liban ne doit pas s'écrouler, le Liban ne s'écroulera jamais. Bah, faux. Parce que, bon, oui, je veux bien qu'une politique pouvait dire ça il y a 20 ans, mais aujourd'hui, les personnes changent. Et je pense que la communauté internationale s'est réveillée qu'on ne peut pas financer un déficit aussi longtemps et surtout pas des partis politiques. Donc, résultat, et il faut bien revenir à là, l'arrivée du président Macron qui dit, moi je fais une conférence pour le Liban, mais je vais l'appeler CEDRE. Et c'est très important parce que ça, c'est un tournant historique. Et les journaux, les médias commençaient à dire Paris 4. Et puis, je me rappelle très bien, M. Duquesne disait, non, 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 c'est pas Paris 4, c'est CEDRE. Pourquoi ce jeu de mots? Parce que je pense que le message était clair, ce que les dirigeants libanais n'ont pas compris, c'est que c'est fini. Paris 1, 2, 3 est terminé. CEDRE, ça s'appelle Conférence des réformes avec les entreprises. En d'autres termes, on n'envoie plus d'argent, même sur les pays donateurs. On demande des réformes, on demande un plan de restructuration, on demande de financer des projets qui sont clairs, avec un audit interne, externe, ce qui est très normal, hein, et j'étais un des grands partisans là-dessus. Les dirigeants libanais, bah, écoutez, n'ont pas compris. Et là, j'ouvre une parenthèse. Qui sont nos dirigeants libanais? Parce que pour les Français qui nous occupent, qui sont nos dirigeants? Vous savez qu'on a eu une guerre quand même fratricide durant 15 ans, 75-90. Et je m'excuse de me l'avouer, avant même de vous l'avouer, qu'on n'est jamais sorti, on n'a jamais vraiment eu une vraie paix. Pourquoi? Comment la guerre du Liban s'est terminée? Ben, il y a eu une conférence régionale qui s'est passée à Taïf, où tous les chefs de guerre, on les amène, on les amène, on dit, écoutez, on vous met sur cette table, on vous demande deux choses, il faut que se mettre d'accord. On ne veut plus de guerre, on finance plus la guerre, il faut se mettre d'accord. Et comme dans un anniversaire de petits jeunes, on leur a donné deux cadeaux de retour. Deux cadeaux de retour réels, hein. Je souris, mais c'est la réalité. Un chèque
Donc on en a fait des gens riches d'un coup, hein. Donc c'était des personnes qui étaient, on appelle ça des Lord War, c'est-à-dire des chefs de guerre qui étaient sur les quartiers. Et je dis tout le monde, hein, je ne divise pas. On leur donne un joli chèque, donc tout d'un coup on en fait des gens riches et on leur donne une position. Donc je pense que ce qui s'est fait dans cet accord, c'est une division du gâteau. Ça n'a pas été vraiment une paix ni un plan. Et ça, on doit tous l'apprendre aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'il y ait des personnes pour, contre la politique. On a un parlement, ça se passe en France, on peut discuter, mais on ne peut pas venir amener des chefs de guerre, les mettre ensemble et leur dire, voilà, vous découpez le gâteau, vous avez de l'argent, eh bien, vous divisez le pays. Et ces chefs de guerre, aujourd'hui, je vais dire 30 ans après, c'est les mêmes qui sont encore là, les mêmes, hein, sans aucun changement. Je dis aucun, 99%. Donc ces personnes, évidemment, avec ils ont mis des cravates, ils ont enlevé leur avis de guerre, ils ont mis des cravates et ils ont dirigé le pays 30, 40 années avec des injections de capital énormes, que ce soit des pays arabes, des fonds et autres, hein. Vous voyez comment ça s'est passé. Et résultat, bon, on a bâti une économie, on a payé un pays sur un nuage. Certains en profitaient, d'autres pas. Et je dois aussi me mettre quand même directement, c'est pas que je critique, parce que nous, secteur privé, entre-temps, bon, on était content, on avait une croissance acceptable, et puis le secteur privé a fait un grand boost. Il a très bien travaillé. Donc, dans d'autres termes, ils disaient, bah, écoutez, on va laisser les politiciens, bon, qui nous volent un peu, qui fassent leur magouille. Nous, on travaille, nous, on exporte, tu vois. Ouais. Et finalement, donc, nous, on allait sur une vitesse assez grande et l'État retournait différemment. Résultat, quand le financement s'est arrêté, quand on a eu une crise sociale et quand on commençait à sentir, c'est pas en octobre, ça fait 2, 3 ans que le Fonds monétaire, que toutes les délégations qui arrivent, qui disent, écoutez, ça ne peut pas continuer, il y a un problème, tout s'écroule. Et puis ça s'est écroulé très rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fermeture de 12 jours du système, du secteur bancaire et on a cassé un point extrêmement important, c'est qu'on a cassé la confiance avec les banques. Donc, de façon très claire, donc tu fermes un secteur bancaire 12 jours pour révolution ou autre, hein, et tu ouvres. Bon, résultat, qu'est-ce qui se passe? Tu as 95% des déposants qui courent à la banque et disent je veux mon argent. Bah, aucun système bancaire du monde n'aurait pu supporter. Non, Au monde. C'est comme si tu as une assurance aujourd'hui et tu as 1000 voitures assurées chez toi. Bah, si tu as 10 qui font des accidents total loss, bah, tu peux leur payer. Si tu en as 100, tu peux leur payer. Mais si tu as 999 qui font des accidents, bah, tu remets le bilan parce que le risque est plus grand. C'est ce qui s'est passé. Donc notre secteur bancaire a été pris de court et n'avait pas les liquidités parce que les liquidités étaient à l'État. Et puis on s'est rendu compte que l'État avait dépensé ses liquidités. Donc quelque part, l'argent n'existe pas. Donc résultat, évidemment, ils ont fait un contrôle de capitaux qui est jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas officiel. Vous allez me dire contrôle de capitaux, vous l'avez eu à l'ère Mitterrand en France dans les années 80, je veux bien, mais c'était accompagné d'un plan de restructuration, c'était accompagné d'une économie assez claire, d'un point fort. Je veux bien dire je fais un contrôle de capitaux pour pousser l'investissement, mais je ne peux pas faire un contrôle de capitaux pour voler l'argent des déposants. Et ça, ou pour cacher un vol organisé. Donc l'idée aujourd'hui, et jusqu'à cette minute, il faut que nos amis qui nous écoutent savent qu'on n'a même pas une loi aujourd'hui qui permet le contrôle de capitaux. Mais la réponse est très simple, c'est que l'argent qui a été mis dans les banques a été investi à 80% dans l'État, qui a été déficitaire et qui est aujourd'hui en faillite. Et ça, c'est quelque chose de très clair, puisque le 7 mars 2020, officiellement, le Premier ministre a affirmé un défaut pour la première fois de l'histoire libanaise. Et là, bon, on peut beaucoup parler parce que certains, dont la France, disent oui, il faut mettre le défaut pour reconstruire. Moi, je vous aurais dit que non, parce que on aurait pu continuer petit à petit, surtout le Covid nous aurait sauvés, et au moins payer certaines échéances pour garder cette confiance qui a besoin quand même, qui aura besoin de beaucoup d'argent et de beaucoup de changements pour y être. Donc, résultat, aujourd'hui, l'argent des déposants est bloqué dans un système bancaire qui a investi dans un État qui est déficitaire, donc aussi simple que ça. L'État ne se l'avoue pas parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur un système, et ils sont bons, c'est des champions du monde quand même, que c'est les banques qui ont volé l'argent alors que les banques ont investi dans l'État. Certains vont dire oui, mais pourquoi les banques ont investi dans l'État, n'ont pas investi au niveau international? Mais parce qu'ils étaient obligés. Il y avait quand même une structure, ils ne les laissaient pas, c'est pas qu'ils avaient beaucoup de choix. Voilà pourquoi les banques internationales sont sorties du Liban, dont la BNPI, Standard Chartered, etc., parce que le système ne leur convenait pas, c'est pas un point. Et aujourd'hui, on est quand même piégé par une très grande crise économique et sociale où il faut beaucoup de fonds, mais surtout il faut un changement structurel sur ce qu'on n'a pas pu faire à la sortie de la guerre. Mais encore une fois, on ne peut pas déloger ces personnes. Ni on a envie d'aller sur une guerre civile, ni on a. C'est pas évident, hein. C'est des personnes qui ont battu quand même leur fief de façon très grande. Donc
un petit exemple. On a 400 000 employés du secteur public au Liban sur une population de 4 millions. Donc 10% de la population travaille sur un État déficitaire. Ils ont travaillé, une très grande partie ont eu leur poste par des partis politiques. Donc tu suis un peu Ouais, le système. ouais, c'est verrouillé. Donc on a un blocage, je m'excuse d'être aussi réaliste pour ceux qui nous entendent, mais on a un blocage quand même assez, assez, assez fort et compliqué. Et je le dis en toute transparence, sans aucune affiliation politique ou autre. Ah, ce qui est un côté effrayant pour l'homme de la rue qui connaît pas le Liban, c'est qu'en général, lorsqu'il y a une période de chef de guerre, il y a un pouvoir fort qui émerge après. C'est ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui s'est passé en France, ça s'est passé dans un certain nombre de pays. Et chez vous, vous n'avez pas pu. Et du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que ils ont poursuivi une politique de syndic de faillite. Et c'est un peu comme si chez nous, on décidait qu'on se confine jusqu'en 2040 et on attend de faire faillite. Et on fait rien, quoi. On reste catatonique, quoi. On bouge pas. Écoute, ouais, écoute, c'est un peu ça, mais le problème, c'est que c'est assez bloqué sur plusieurs fronts. Vous voyez, le premier, qu'aujourd'hui, quand le fait de présenter, de dire je fais mon défaut, ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, je ne peux plus payer mes bons de trésor et autres, et je vais sur un système Fonds monétaire international. Et ce que les gens ne comprennent pas, le Fonds monétaire international, c'est pas une association de bienfaisance, c'est pas quelqu'un qui aide, hein, c'est pas quelqu'un qui vient pour dire, parce que souvent, vous savez, on écoute des talk shows. Oui, le Fonds monétaire ne nous a pas aidés. Ça me fait sourire. Ça, c'est comme quand je reçois des personnes qui me disent, oui, la banque nous a pas aidés. Je dis, attendez, la banque n'est pas là pour aider. La banque, c'est une société commerciale comme une autre. Elle vous passera un parapluie quand il fait beau, ce qui est normal. Si j'étais banquier, j'aurais dit la même chose. Elle est là, elle fait des financements, elle calcule son risque. Le Fonds monétaire international est une grande banque, est une grande banque financée par des pays. Qui va venir dire, oui, très bien, vous voulez que je finance, très bien, vous me donnez un plan de restructuration à court, moyen terme, etc. Il a des demandes souvent qui sont fortes, hein. Bon, on a vu ça en Grèce, hein. Aujourd'hui, la restructuration de la Grèce n'était pas évidente. Je parle bien pour les Grecs, hein. Je ne parle pas pour l'Europe. Je comprends. L'Europe a dit, ben écoutez, oui, il y en a marre de financer un pays en déficit, je comprends. Mais pour le commun des mortels en Grèce qui n'a pas fait grand-chose, le chauffeur de taxi ou etc., mais lui, en étant surtaxé, etc., parce que l'argent a été volé, il tombe, il paye les prix d'un gros point. Mais le problème, Eric, c'est qu'on n'en est même pas là. Les gens ne comprennent pas. On n'est même pas au Fonds monétaire. Le Fonds monétaire, quand il est venu sur l'ancien gouvernement, il a dit, ben, écoutez, on va étudier votre dossier. Tout simplement pour mettre les choses au clair. Étudier votre dossier. Il faut envoyer un dossier. Il a reçu 4 dossiers. Il a reçu un dossier du Conseil des ministres. Et puis, il a reçu un autre contredit des commissions parlementaires qui ont dit, ah non, non, les chiffres des ministres ne sont pas corrects. Et puis, il a reçu un troisième de l'association des banques. Il dit, attendez, c'est tous des voyous, voilà ce qu'on veut. Ils ont peut-être raison. Et puis, nous, au secteur privé, on va dire, oui, non, mais écoutez, ne les écoutez pas, on est des voyous. Et j'ai dit exactement le même discours que j'ai dit aujourd'hui. Bon, toi, en tant qu'ami du Liban, tu vas m'écouter. Le Fonds monétaire, il écoute tout ça. Mais il dit quoi? Il dit, bah, écoutez, allez jouer près de chez vous, on a d'autres chats à fouetter. Hein, et le responsable du Fonds monétaire est un Argentin. Il s'appelle Martin Serenova, c'est lui qui est le responsable régional. Bah, écoutez, il me dit, moi je suis argentin, j'ai vu une des plus grandes crises mondiale qui s'est passée dans mon pays. Ah, ouais, ouais. Et alors, quelle solution toi tu as? Oh là là, ça c'est une question difficile. C'est une question très très difficile. Quelle solution moi j'ai? La première, franchement, le seul moyen je dois commencer par aller par le secteur privé libanais. Parce qu'aujourd'hui, aller sur un changement politique et pression, etc., j'ai envie de vous dire que je vais sur un Chapter 11 où les Nations Unies vont venir dire oui, on va mettre la main, on vous met sous tutelle quelques années pour reconstruire. Ça, je veux dire, c'est un wishful thinking. Parce que ça, techniquement, pour le faire, il faut aller aux Nations Unies, aller sur un vote, et on sait qu'on a quand même des tensions internationales avec la Chine, avec l'URSS, avec la Russie, qui sans doute mettra leur veto ou autre pour des pressions américaines. On a un nouveau président qui vient aujourd'hui, qui pense qu'il y aura un grand changement parce qu'on a quand même une nouvelle administration qui vient. Ce n'est plus une continuation. Donc on va bien dire qu'aujourd'hui, les démocrates qui reviennent, mis à part l'ère Trump, c'est quand même un très grand changement. Déjà, quand c'était républicain, démocrate, les changements, ça prenait quelques mois, pour ne pas dire une année ou plus, pour remettre une structure. Donc là, déjà, on vient
parce que Trump, il faut pas oublier, n'était pas un républicain né, c'était un centriste qui allait Ouais. républicain parce qu'il fallait arriver. Donc aussi qui était venu avec une équipe différente. Donc là, on a un changement qui va prendre beaucoup de temps sur un grand joueur au Moyen-Orient qui est les États-Unis. Au niveau européen, il ne faut pas oublier les efforts du président Macron qui étaient énormes. Aujourd'hui, c'est le seul président qui est venu quelques jours après l'explosion criminelle qui a frappé le Liban, qui est descendu sur le terrain, alors qu'aucun politicien libanais avait osé le faire. Deuxième réunion, il s'est mis avec ces chefs de guerre que je parle parce qu'il a essayé de les raisonner, alors que on en a parlé, toi et moi. Moi, personnellement, j'aurais jamais aimé qu'ils discutent parce que c'est des gens que, quand même, on a bien vu le résultat, qui peuvent dire n'importe quoi, mais ils vont rien changer sur le terrain. Et l'initiative française qui a été arrêtée par le Covid du président français, mais ensuite qui a été arrêtée. Je veux bien qu'aujourd'hui, c'est très clair que ce n'est pas le Covid qui a arrêté l'initiative, c'est plutôt... c'est là, c'est bon, voilà. Donc ce qui a arrêté, c'est que bon, Moi, je suis là. ils ont bien vu que c'était difficile de continuer de la sorte. Donc j'arrive à dire qu'à mon avis, le seul moyen d'essayer de recommencer, c'est à travers le secteur privé. Ou d'autre part, il faut surtout pas laisser le secteur privé couler. Et ça, je ne le dis pas parce que je le représente aujourd'hui, que si on va tuer l'économie blanche au Liban, ou je parle enfin, des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, ben, parce qu'ils ne peuvent pas survivre plus longtemps que ça, hein. Ils ont quelques mois et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de mettre en face l'économie noire, c'est-à-dire l'économie du financement du terrorisme, du financement du fanatisme. Aujourd'hui, on est en train de se transférer d'une économie bancaire qui avait quand même une certaine structure. Mis à part, je ne vais pas défendre les banques, mais qui avait une structure qui suivait quand même le GAFI, qui suivait les normes internationales de blanchiment d'argent, etc. Je l'ai dit, on a pris presque aucun cas. Et même si on a eu un ou deux cas, ça se passe partout au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Ouais. il y avait un système. Aujourd'hui, on est allé vers un système cash. Et le système cash, d'habitude, est le système le plus dangereux pour le financement du terrorisme, le financement de blanchiment d'argent, etc. Et ça fait quoi? Ça fait qu'on a des nouvelles entreprises ou de l'économie noire, du smuggling, comment dirais-je, de la contrebande qui revient sur le terrain, etc. Donc, à mon avis, priorité, il faut sauver le secteur privé. Quand on dit le sauver, c'est l'aider déjà à le financer dans le sens, le financer pas pour l'aider, Eric, le financer pour qu'il puisse avoir des matières premières. Un industriel libanais, s'il ne peut pas avoir des matières premières, où il va vendre son usine, ce qu'on voit aujourd'hui, où il va défaire ses machines et aller en Égypte ou à Dubaï ou autre, soyons logiques. Je reviens, un système bancaire, je veux bien, on ne va pas le renflouer, mais si on le laisse tomber, c'est quel système bancaire qui va venir? Qui va venir travailler? Ou on aura une économie noire, ou on aura un système bancaire qui est fait pour le blanchiment d'argent. Donc rapidement, on peut vite sombrer. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est des bouffées d'oxygène qu'on peut donner à des industriels, à des commerçants, à des personnes plus ou moins qui sont encore là, parce que c'est pas très évident, pour déjà qu'ils survivent. Je dis bien qu'ils survivent, parce que s'ils partent, c'est fini. Bon. Si j'arrive au niveau politique, au niveau politique, moi je suis quelqu'un qui respecte les institutions et je dis que tout doit se faire à travers la Constitution. Surtout pas tomber pour ce qui est en train d'être dit aujourd'hui sur ce qu'on appelle un nouveau pacte ou un nouvel accord. Parce que là, d'abord, tu ne peux pas le faire avec des forces politiques démesurées au Liban, sans rentrer dans les détails, mais démesurées. Bon, certains ont des armes, d'autres n'ont pas. Certains sont supportés par des pays internationaux et donc tu ne peux pas rentrer sur une négociation comme ça. Mais aujourd'hui, à mon avis, une constitution, ben, il faut la respecter. Et si c'est pas la respecter, on peut la travailler à travers le Parlement. Donc, élection. Élection, encore une fois, ça se prépare. Élection anticipée ou pas, moi, je suis encore question mark parce que je pense que même la société civile n'est pas prête pour des élections anticipées. Aujourd'hui, on fait des élections anticipées. Qui va les financer, Eric? Tu sais, des élections, il faut de l'argent. Hein. C'est Mais pas ouais. seulement pour acheter des voix. Il faut de l'argent pour faire du marketing, etc. Aujourd'hui, qui a l'argent? Et là, j'arrive sur deux points parce qu'il faut faire attention et j'espère qu'on a beaucoup de Français qui nous suivent. Aujourd'hui, les deux cas qu'on est en train d'écouter, c'est élection anticipée et c'est privatisation. Et moi, personnellement, je suis un partisan de l'élection anticipée et de la privatisation. Mais par contre, si je la fais aujourd'hui, on va commencer par aujourd'hui, je vais aller sur la privatisation. Si je dis je vais privatiser l'électricité ou la mutuelle des eaux ou bien les télécoms, hein, bon, qui aujourd'hui va venir acheter dans un pays déficitaire? C'est sûrement pas les fonds internationaux. C'est sûrement pas les investisseurs locaux qui ne savent pas comment s'en sortir. Qui va venir acheter? Ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, qui ont leur argent en dehors du pays
qui vont ramener une partie de leur fonds, écoutez bien, une partie de leur fonds, qui vaut beaucoup plus cher parce que c'est de l'argent qu'on amène de dehors, donc il a une valeur plus grande, pour acheter ce qu'ils ont eux-mêmes détruit à trois fois rien. Ce qui s'est passé dans des pays comme la Russie, comme l'Égypte, hein, où c'est les mêmes qui sont venus, qui ont racheté tout. Donc, en tant que secteur privé, je dis évidemment la privatisation aujourd'hui, dans le cas actuel, c'est les mêmes, entre guillemets, qui ont de l'argent corrompu en dehors du pays, vont ramener une partie pour acheter les biens de l'État ou même le secteur privé à trois fois rien. Hein, moi, mon entreprise, je vais quelqu'un qui me dit, écoute, je te la rachète, ben écoute, je vends aujourd'hui parce que c'est difficile quel que soit le prix, de continuer. Donc ça, pourquoi on n'est pas prêt à une privatisation aujourd'hui? Deuxième point, si on fait des élections anticipées aujourd'hui, mais qui sont les partis prêts? La société civile est divisée. Oui, je comprends, ils en ont marre, ils descendent, ils manifestent. Bon, c'est bien tout ça, mais manifestation et révolution non organisée, ben, ça ne mène pas, ça mène nulle part. Et si on suit un peu ce qui s'est passé dans le monde, on a vu que ça a ramené que les groupes organisés qui prennent le pouvoir. Je prends l'exemple de la Tunisie, je prends l'exemple de l'Égypte ou autres. Hein. Les personnes qui sont venues ne sont pas les personnes qui demandaient le changement. C'est des gens qui ont profité, qui ont pris le train du changement. Donc, si la société civile ou ces jeunes-là ne sont pas bien organisés, et je fais aujourd'hui des élections anticipées, ou j'aurai les mêmes, parce qu'ils sont organisés, ils ont les fonds, ou j'aurai pire. Hein, j'aurai des gens qui sont hors jeu, mais qui reviendront avec un certain surfanatisme parce ils sont organisés, ils ont l'argent. Ouais. Donc, je suis plus pour garder un peu plus de temps, mais par contre sur une supervision internationale. Je pense qu'aujourd'hui, la France joue son rôle et à mon avis doit jouer un rôle encore beaucoup plus agressif sur notre classe politique. Et quand je dis agressif, aujourd'hui, je crois beaucoup aux sanctions, Eric. Mon troisième point, aujourd'hui, on a commencé sur des sanctions américaines, mais moi je pense que l'Europe et surtout la France peut faire des sanctions, ne serait-ce que au sein de l'Europe. Hein. Moi aujourd'hui, s'ils mettent une liste noire sur certains noms, sur certains politiciens qui ont transféré des fonds et autres, mais déjà ça commence ici parce que là, ça mettra ces personnes dont on parle en dehors de leur zone de confort. Si je les garde comme ils sont, mais écoutez, ils sont dans une zone de confort total. Ils sont toujours là, ils sont beaucoup plus puissants, ils ont les fonds en dehors du pays, donc ils rapatrient une partie, ça leur coûte 10 fois moins d'investir, ils sont dans une zone de confort parfaite. Et ce n'est que la communauté internationale qui peut les sortir de la zone de confort en leur mettant, je dirais, en gelant des fonds, en gelant des visas. Ça peut aller aussi simple que ça. Hein. Interdire de voyage en Europe X ou Y, Z pour blanchiment ou corruption. Oh, ça fait une grande pression et ça les pousse à une négociation euh, obligatoire. Donc, ça, c'est les trois points que je propose, mais on sait que la route va être longue hein, et épineuse. Et nous autres, la société civile française, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, on est empêtrés dans nos problèmes à nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas très très bien. Euh, est-ce que par exemple, ça servirait à quelque chose qu'on appelle les entrepreneurs français à passer des commandes au secteur privé libanais? Et quel type de commandes et comment est-ce qu'on pourrait relier ça? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Regarde, moi je pense que nos amis entrepreneurs français et surtout l'association que tu diriges avec brio peut nous aider sur deux critères. Le premier, je suppose, c'est sur le lobby politique. Et je crois beaucoup au lobby politique concernant les sanctions, le suivi du dossier et surtout d'aller dire très clairement qu'on a toute une population, qu'on a un secteur privé qui est pris en otage quand même. Hein. C'est une prise en otage en bonne et due forme dont je te dis, parce que ça, c'est aussi simple que ça. Donc ça, il faut le dire et merci d'avoir organisé cette rencontre parce que je le dis très clairement, oui, oui, et toute une population est prise en otage. Donc quand même une population francophone, une population amie de la France, on dit Ben bien oui. amie de la France, on a longtemps dit une ancienne colonie française, enfin c'est beaucoup de choses qui nous relient, c'est historique. Donc c'est ou bien on laisse, ou bien on frappe fort. Ça ne peut pas être moyen, ça ne peut pas être, ben voilà, écoutez, réveillez-vous, ça ne marchera pas. Vous l'avez essayé, ça ne marchera pas. Ça ne peut qu'aller fort. Et quand je dis fort, je ne sais pas exactement techniquement combien le président français peut le faire, mais il l'a fait. Le président français, quand il allait en Arabie Saoudite et notre Premier ministre était là-bas, bon, invité ou pas, on ne va pas rigoler là-dessus, ben, il a fait pression et dans des 2 heures qui suivent, il était dans l'avion. Ça veut dire quand même la France a un rôle politique fort, très fort dans la région et à mon avis doit le continuer et le maintenir. La France a fait des pressions très grandes en Afrique
et a pu quand même aussi jouer un rôle très important. Donc moi, je pense, et je suis encore persuadé, que la France doit jouer un rôle, mais fort, et frapper fort sur la table, et à coup de sanctions ou tas. Et ça a besoin d'un lobby, de notre côté et du vôtre. Et là, je compte vraiment sur le support, je dirais, politique de toutes les parties françaises, et toutes les parties, parce que ça, c'est très important. Et je sais qu'on a beaucoup d'amis, entre autres communs, qui peuvent suivre. Bon, au niveau support, bon, écoutez, c'est pas de l'aide, c'est de donner quand même un petit avantage et supporter les entreprises libanaises. Parce qu'aujourd'hui, le deuxième point, c'est pas vraiment une ou deux commandes ou quelques entreprises. Moi, je pense que on peut travailler ensemble en mettant un fonds quand même, un fonds qui peut aller à travers l'ambassade, qui peut aller à travers les pays donateurs de cèdre, qui permet sur ce fonds aux entreprises libanaises commerciales, industrielles ou autres, au moins de pouvoir avoir accès à des devises à travers ce fonds. Vous allez me dire, il y a une perte. Évidemment, il y a une perte parce que déjà, nous, on a perdu 75% de la valeur de notre monnaie. Hein, il faut compter. Mais aujourd'hui, le support qu'on peut faire, c'est un support qui dit, ben voilà, écoutez, vous payez ici, par exemple, en livre libanaise sur ce fonds, et le fonds peut vous assurer des matières premières. Je donne un exemple pour produire. Et ça s'est passé dans d'autres pays. On peut dire différemment aujourd'hui, avoir des bourses universitaires à des jeunes. Je donne un exemple parce qu'on a beaucoup qui ne pourront plus continuer. La France l'a fait sur des bourses scolaires et ça marche. Concernant pousser sur les produits libanais, oui, ça peut aider, mais c'est pas suffisant. Ça va être petit parce que c'est pas tout le monde qui peut exporter. Vous voyez, aujourd'hui au niveau entreprise, c'est vrai qu'on a des entreprises aujourd'hui qui arrivent quand même à bien produire, qui étaient prêtes, je dirais, pour ces pentes, mais on a beaucoup de PME qui sont 89% de notre marché, qui sortent du marché, hein, qui ne peuvent plus continuer. D'abord, ils n'ont plus un support financier. Sans secteur bancaire, il n'y a pas de système financier. Et de deux, ils ont une dette surendettée. On était surendetté. Pour vous donner certains chiffres, on a un PIB de 50 milliards, on avait une dette privée de 55 milliards, donc 110% du PIB. Donc là, c'est un peu difficile. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, à tous les entrepreneurs que tu représentes, faire je dirais, des synergies avec des entreprises libanaises qui sont achetées libanais, supportées, etc., peut aider. Ça, c'est très important. Et deux, au niveau politique, encore une fois, un lobby de plus en plus poussé pour déloger, je dirais, de leur zone de confort, je dis de leur zone de confort, des politiciens qui sont là pour rester et qui tiennent les rênes, mais parfaitement bien. Hein. Hein, ils les tiennent parfaitement bien, plus fort que jamais. Hein. Moi, je pense que là, ils en profitent de plus en plus. Et je dirais déjà ce que tu fais ou de passer nos messages en avant et parler de mettre en avant le cas libanais, parce que souvent, on va être dans les oubliettes, on aura d'autres cas qui vont venir. Et ça, il ne faut surtout pas, parce que là, je pense que nos politiciens libanais, ils n'attendent que ça, c'est que le Liban bon, va aux oubliettes, on parle sur d'autres cas, et puis là, ils continuent à gérer comme ils veulent. Ouais, sans trahir de secret d'État, j'étais un peu agacé parce que j'avais relayé ton message auprès de différentes autorités, dont certaines devaient venir au Liban, et puis vous avez eu un confinement qui a fait que les voyages ont été annulés, et du coup, notre travail de lobbying est reporté. Donc, je suis un peu agacé. C'est vrai que c'est des affaires de Covid, de confinement, de difficultés de trafic, de transfert, de voyage. Ça aide vraiment pas à faire bouger. Et moi, j'avoue, je suis un peu pas découragé, mais agacé de cette impossibilité à faire bouger les gens de partout. Tu me dis que vos dirigeants politiques sont coincés. Les nôtres, ils sont un peu hébétés, ils sont un peu comme des lapins devant les phares face au Covid. Et le secteur privé, c'est pareil. Les restaurants sont fermés chez nous. Les gens protestent à peine, ils sont payés à rien faire. Nous, cette année, on a fait 20% de déficit par rapport au PIB, ça perturbe personne. Alors nous, ça fait pas 30 ans qu'on le fait, donc on va pas sauter tout de suite. Mais vous avez un peuple entier qui en a assez entre guillemets pour des raisons évidentes, et ça ne suffit pas à ce que ça change en fait. Euh, Écoute, j'ajoute un petit point, tu sais, parce que je m'étais promis et de toujours mettre. Et il ne faut pas oublier quand même que le 4 août, on a fait face à la troisième plus grande explosion du monde. oui, Du monde, hein. C'est pas petit, qui est équivalent à une bombe atomique.
Et il faut que tout ce qui nous écoute savent comme c'était un acte enfin, que ce soit criminel. Moi, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, ça m'est égal, mais on dormait quand même sur 2500 tonnes de nitrate d'ammonium durant 6 ans qui était là. Donc, il y avait quand même une cargaison qui a été là et qui a explosé au port de Beyrouth. Elle était là, elle est bien rentrée, les dirigeants le savaient. Elle a explosé, elle a détruit la moitié de la capitale. Elle a fait quand même 200 morts par miracle, je dis bien par miracle, parce que à quelques heures d'intervalle, ça a fait 20 000 morts, pas 200, 20 000 morts. On a eu 6 000 blessés, je dis encore par miracle, parce que c'était en août et c'était à 18 heures. On aurait eu ça une semaine avant ou après, on aurait eu encore plus et 300 000 quand même sans abri. Donc il ne faut pas oublier quand même, en plus de toute notre crise économique, politique, sociale, on a fait face à la troisième plus grande explosion du monde et sans avoir aucune information jusqu'à maintenant, quelle qu'elle soit, de l'origine. Et franchement, s'amuser à faire comme on dit, des conspiracy theories, si c'est un avion, ou c'est une explosion, ou c'est X ou Y, moi ça m'est égal. Les nitrates étaient là, étaient dans un port, sur un terrain qui appartient à l'État, de supervision et contrôle de l'État et qui a explosé au visage de toute une population. Moi, je pense que ça, ce sont des grands faits spécifiques. On ne sait toujours pas comment est arrivé ce nitrate, qui l'a amené et pourquoi il était là durant 6 ans. Donc, il ne faut pas oublier quand même cet incident dramatique. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est une petite bombe d'Hiroshima, donc c'est quand même assez incroyable. Euh, du coup, euh, c'est un message un petit peu pessimiste que tu nous Je transfères. t'entends plus. Je ne sais pas si c'est de chez Ouais, moi. je crois pas que ce soit chez moi, hein. Tu m'entends ou C'est bien. pas? Tu m'entends? C'est pas très bien, mais c'est pas grave. J'entends quand même. Ouais, ça fait 3 minutes que je t'entends un peu moins bien. Euh, en gros, pour toi, la solution, elle vient forcément de l'extérieur. Et elle vient forcément de pouvoir constituer. Ça peut pas être la société civile, ça peut pas être le peuple, ça peut pas être des organisations non gouvernementales extérieures. C'est impossible. Tu peux hausser la voix, s'il te plaît? Oui, pour toi, c'est forcément une organisation gouvernementale extérieure qui peut vous aider. C'est pas des ONG, c'est pas des entreprises. Bon, je vais être très clair. Pour moi, on est sur le terrain, c'est notre pays, on est prêt à faire les batailles économiques, sociales pour se maintenir. Je dis bien, pour regarder, on l'a surtout pas prise. J'ai énuméré les faits comme ils sont, mais à aucun moment je dis, et je veux être très clair, que ni qu'on lâche, ni qu'on est désespéré, ni qu'on abandonne, ni qu'on quitte. Hein. Moi, c'est des mots que je ne dirai jamais. Tu me connais aussi bien pour te dire, non, on est au sein, et je dis bien, de cette bataille économique et sociale. De survie qu'on va mener et qu'on va pas lâcher. Cette résilience libanaise, quand même, qui est connue depuis, je dirais, depuis nos ancêtres phéniciens et autres, on va pas la lâcher. Mais s'en sortir tout seul, honnêtement, est impossible. Ni au niveau monétaire, parce qu'on parle de gros fonds, donc c'est impossible, ni au niveau politique, parce qu'on parle quand même sur de gros joueurs, ni sur le terrain, parce qu'encore une fois, bon, ils sont ancrés dans le système, ils ont l'État entre les mains, je dis tous ensemble, nos partis politiques, etc. Donc, surtout pas un conflit ou autre agressif, on a payé le prix et on ne va surtout pas aller dans ça. Donc, moi, je pense beaucoup plus dans une pression sur un lobby. Et encore une fois, ça s'est passé. Et je ne veux pas nommer pour ne pas qu'on ait des amis qui se fâchent. Ça s'est passé en Afrique, ça s'est passé dans certains pays. On est un petit pays, encore une fois, et on peut pas s'en sortir seul. Je dis honnêtement, à aucun niveau, on peut être là. Et je vais être très clair, je ne demande pas que quelqu'un fasse ce travail pour nous. Hein, c'est le travail, on est là, on survit tous les jours. Tu le sais très bien, on a eu souvent des discussions ensemble. On le suit, c'est comme aujourd'hui, bon, la France a ses problèmes financiers, ils vont s'en sortir, vous allez vous en sortir sur des discussions, mais bon, bien sûr aussi un support régional européen est important. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des grands enjeux quand même, il y a des grands enjeux qui sont en train de se passer au Liban. On sait qu'il y a on a des pays de la région qui sont en train de se faire une compétition qui va prendre le nouveau rôle. Hein, je nomme aujourd'hui, on a vu des nouveaux joueurs venir qui ont de la Turquie, comme l'Iran, comme les pays arabes. Comme, vous voyez, donc il y a un changement et des nouvelles paix régionales
que je ne commande pas. Encore une fois, à partir du Liban, je ne peux pas vraiment en parler. Ça ne me dérange pas du tout, mais il ne faut pas que ce soit à nos dépens. Hein, moi, je suis pour la compétition, je suis pour l'ouverture, quelle qu'elle soit. Je suis pour la paix, évidemment, mais on ne peut pas s'en sortir. Le problème est trop grand pour qu'on s'en sorte tout seul. Ni nos responsables ne veulent le faire, ni ils savent le faire. Et ni nous, secteur privé, tout seul, comme ça, tout seul, on va dire, ben oui, écoute, on peut s'en sortir. Voilà pourquoi je dis, il faut que ça commence sur des aides internationales, mais pas des aides financières, attention, des aides financières qui vont directement au secteur privé, des aides financières qui aident à l'investissement. Et tu sais, le message est très clair, la communauté internationale ne va plus nous aider. On parlait de conférences d'investissement. On parlait de conférences de croissance. Hein. Je parle de conférences du Liban. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on lit? Conférences humanitaires. Humanitaires, regarde où ils nous ont emmenés. Humanitaires pour avoir les trois denrées humanitaires, c'est-à-dire avoir du pétrole, enfin pour avoir du pain et avoir des médicaments. Regarde à quel point où nous sommes arrivés. Et je le comprends, hein, je n'en veux pas à la communauté internationale, mais voilà où nous sommes arrivés au point. Même conférence d'économique ne peut plus marcher. Ouais. Ouais, écoute, en tout cas, tu peux compter sur nous. Nous, on va pas lâcher. On va continuer de relayer auprès de toutes les autorités constituées en France, qu'elles soient le pouvoir actuel ou ses différentes oppositions, pour leur relayer ce que tu nous dis là, c'est-à-dire il faut exercer des pressions et il faut s'appuyer sur le secteur privé local et le faire travailler et renoncer au simple soutien qui ne fait que vous enterrer un peu plus en fait. Mais voilà, on lâche pas, on compte sur nos amis, dont toi en tête, on suit de très près ce qui se passe. Mais voilà, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir organisé cette rencontre. Merci pour ce que tu fais. Merci de garder ce CED si précieusement qui est venu du cœur et droit au cœur avec cette photo du dîner qu'on a eu. On garde que de très bons souvenirs et je pense qu'on reviendra. On fera surtout, on fera des choses ensemble. Encore une fois, tu fais partie des entrepreneurs quand même qui a pu faire face à la crise et non seulement de faire face, avoir des croissances grâce à ça. Donc finalement, tu représentes aussi cet entrepreneuriat jeune qui défie tout et qui est une ouverture, d'où la visite au Liban. Donc c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Sur ma visite qui a suivi aussi, c'était un objectif de travailler. On a essayé de faire pas mal de choses. On suit donc ce rapport entre les investisseurs français et libanais, les entrepreneurs libanais et français va se poursuivre. Nous, on n'est pas basé seulement à Beyrouth. Je dis l'investisseur libanais ou l'entrepreneur, il est partout au monde. Donc, et c'est un peu ce que notre association fait. Donc, je pense que, au contraire, oui, on est pris aujourd'hui par les étaux de la chute, mais on maintient quand même notre présence internationale partout et le lobby libanais aussi est extrêmement fort. Donc je pense énormément et je compte sur cette énergie franco-libanaise qui est extrêmement, à notre avis, importante. Je m'excuse de demander parce que on n'est pas dans une situation de demandeur, mais aujourd'hui, quand tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire, je te dis qu'aujourd'hui, j'espère du fond du cœur, je dis moi et les personnes qu'on représente, d'un coup de massue fort français, très fort. Et là, je pense qu'avec le dynamisme du président Macron et l'équipe jeune autour, des personnes comme toi qui touchent au public aussi, hein, qui touchent au public, je sais que tu as fait pas mal de présence au Sénat et autres. Donc aujourd'hui, tu as même utilisé souvent l'exemple libanais. C'est-à-dire, on ne va pas se transformer en un Liban économique, je suis ça. Mais c'est important parce que ça remet un peu sur le tapis ce qui se passe. Donc, et on va continuer à persévérer. Moi, je pense que le succès de la réussite, c'est la persévérance, c'est la patience, évidemment, c'est la passion, parce qu'avec passion, ben, on compte plus. Et bien sûr, c'est la perception. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Donc ça, c'est les quatre P qui sont des quatre P personnels, mais qui sont aussi les quatre P de beaucoup d'entrepreneurs libanais. Voilà, je te remercie. Merci à toi, bon courage et à bientôt. Tu peux compter sur nous. À bientôt.